Chapitre 5. Le repas. Pour quelle raison? Demanda David intrigué. Benson hésita un instant, il passa une main nerveuse sur son crâne, ses cheveux blonds peinant à masquer les prémices d'une calvitie. Mes arguments ne convaincraient jamais le conseil scientifique. Je n'oserais même pas les évoquer devant Makian, pourtant j'ai la certitude d'être sur une piste importante. On peut en parler maintenant, insista David. Benson le scruta. Je ne sais pas, cela fait des années que je ne parle plus qu'à des techniciens ou de bioagri. Vous avez l'air d'être passé par l'université, quelle est votre spécialité? Histoire, répondit David rapidement avec une assurance feinte. J'ai soutenu une thèse sur l'évolution sociale à l'aube de l'ère atomique. Benson plissa légèrement les yeux, visiblement peu impressionné. Pas de formation scientifique alors? Ma spécialité porte principalement sur les sciences sociales. Le bond technologique qu'a engendré la domestication de l'électricité a profondément transformé nos sociétés. Par exemple en contribuant à l'abolition de l'esclavage, à l'émancipation des femmes et à la diffusion massive de l'éducation grâce aux écrans. Ces progrès ont également favorisé des avancées significatives dans les domaines comme la médecine, surtout l'hygiène, entraînant une réduction spectaculaire de la mortalité infantile et menant l'espèce humaine directement au behavior-sync. On savait bien que ces populations placées dans un environnement idéal avec des ressources illimitées connaîtraient une croissance rapide suivie d'un effondrement démographique. Ce behavior-sync était déjà très documenté chez les rats. David reprenait les mots-clés entendus dans des discussions passionnées avec ses camarades, en veillant toutefois à ne pas en dire trop pour ne pas éveiller les soupçons. Benson haussa un sourcil déçu. Pas de formation scientifique fondamentale alors? Quelques bases en chimie et en biologie. Je vois. Eh bien, peut-être que je pourrais convaincre Makian de vous affecter à mes travaux en laboratoire. Ce sera pas exaltant, vu vos connaissances limitées, mais toujours mieux que ce que Hens vous réserve. Merci, monsieur Benson, mais revenons aux Martiens. Oui, bien sûr, ce que je vais vous dire peut sembler fou, mais vous savez probablement que Mars cache un immense réseau de cavités souterraines. Ces structures, cartographiées grâce aux capteurs sismiques, s'étendent sur des centaines de kilomètres. Je suis au courant, oui, acquiesça David. Ce réseau pourrait avoir été formé par des écoulements d'eau à l'époque où Mars possédait des océans. Mais récemment, nous avons détecté des émissions de radiation dans ces cavités, et leur régularité défie toute explication naturelle. Ces signaux sont manifestement d'origine intelligente. Réfléchissez un instant, Lança Benson. ce n'est pas aussi absurde qu'il y paraît. À ses débuts, cette planète disposait d'une atmosphère dense, avec suffisamment d'eau et d'oxygène pour accueillir la vie. Mais au fil du temps, avec la gravité faible, à peine 38% de celle de la Terre, et le refroidissement progressif du noyau martien, le champ magnétique de la planète s'est affaibli. Sans cette protection, les vents solaires ont bombardé l'atmosphère, érodant les couches supérieures et permettant aux rayons solaires destructeurs de la dissiper peu à peu dans l'espace. Si des êtres intelligents vivaient ici à cette époque, ils auraient anticipé cette lente agonie. Imaginez qu'ils aient conçu d'immenses cavernes souterraines, des refuges hermétiques, où ils auraient pu stocker d'immenses réserves d'eau et d'air pour survivre indéfiniment, en maintenant stable leur population. David hocha la tête, pensif. Maintenant, continua Benson, imaginez qu'ils détectent une nouvelle forme de vie intelligente à la surface, une vie venue d'ailleurs. Supposons qu'ils craignent que nous soyons à la fois une menace invasive et potentiellement contagieuse. Si vous étiez à leur place, que feriez-vous? Je préparerai une défense. Benson sourit sombrement. Exactement. Et si cette défense prenait la forme d'une guerre bactériologique déguisée? Ce que nous appelons intoxication alimentaire pour n'être qu'un premier avertissement. Des micro-organismes introduits pour affaiblir nos cultures, déstabiliser nos bases. David se redressa, une pointe d'inquiétude dans la voix. Vous pensez que c'est ce qui est en train de se passer? C'est une hypothèse. Mais le vrai problème, c'est que le syndicat et le conseil scientifique ne voudront jamais y croire. Trop de variables, le risque économique trop élevé si l'information venait à fuiter. Benson marqua une pause, l'air grave, avant d'ajouter. Mais bientôt, vous travaillerez avec moi. Ensemble, peut-être pourrons-nous rassembler des preuves avant qu'il ne soit trop tard. Il tendit une main moite que David serra d'un geste ferme. Il devrait vous autoriser à sortir maintenant, conclut-il. Benson avait raison. David quitta les installations pour découvrir pour la première fois le complexe martien de l'extérieur. Sous un dôme pressurisé en matériaux translucides, le complexe s'étalait sur près d'1 km². Contrairement à la ville, ce dôme était plus bas, culminant à une trentaine de mètres et éclairé par des rangées de lumière blanche imitant un cycle jour-nuit artificiel. Les cerfs pouvaient profiter du cycle martien presque identique à celui de la Terre, avec un jour martien de 24 heures et 40 minutes. À travers la structure, les moindres détails de l'architecture étaient visibles, contrairement à la ville, où les coûteux générateurs antigraves étaient dissimulés pour des raisons de sécurité. Ici, les contraintes de surveillance étaient telles qu'elles n'imposaient pas de les cacher, et ils étaient pleinement visibles, répartis ici et là. Sur le trajet des cuisines, David observa avec fascination les champs hydroponiques s'étendant à perte de vue, les cultures disposées sur plusieurs niveaux verticaux.
Ici, chaque goutte d'eau était recyclée et optimisée de façon autonome. Les interfaces permettaient aux ouvriers de surveiller et d'ajuster en temps réel les besoins des plantes, nutriments, lumière, humidité. Quelques plantations étaient cultivées de nuit, ce qui rendait certaines serres nettement plus calmes que d'autres où l'activité des ouvriers semblait tourner au ralenti. Après la première soirée, cependant, David n'eut pas vraiment le temps de poursuivre ses observations. Le complexe semblait en perpétuel mouvement avec des ouvriers qu'il fallait nourrir. Le soir en particulier, après une longue journée de travail, ceux qui pouvaient profiter du cycle martien étaient encore plus nombreux à défiler. Stoïquement, David se tenait derrière le comptoir du self, participant à la préparation des boîtes à repas. Il remarqua qu'elles étaient conçues spécifiquement pour la vie sur Mars. On pouvait séparer les compartiments facilement et sous la chaleur de leurs mains, elles devenaient malléables et pouvaient se refermer autour du déjeuner, ce qui était très pratique dans le désert. Fermées ainsi, elles empêchaient le sable de s'infiltrer et conservaient la chaleur à l'intérieur. Les Martiens semblaient ignorer la présence de David. Seule la poisse, avec sa fine silhouette qui se faufilait entre les présentoirs répartis dans la salle pour remplacer les distributeurs et les présentoirs vidés, lui adressait la parole. La jeune femme acceptait la situation avec une certaine philosophie. « J'en ai que pour un mois », lui expliqua la poisse alors qu'il préparait le repas dans la cuisine. Le chef cuisinier les avait laissés seuls un instant. « La plupart ici savent ce qui se passe et me laissent tranquille. Mais bien sûr, il y a toujours Griswold, Jukis et ses potes, des opportunistes qui tentent de se faire bien voir en léchant les bottes de haine. Mais par l'espace, j'en ai rien à faire. Encore quelques semaines à tenir et ce sera fini. » Un autre jour, la poisse ajouta. « T'inquiète pas si les autres te boudent. Pour eux, t'es juste un terrien. Ils savent pas comme moi que t'es aussi un mec bien. Hens me colle constamment, et si c'est pas lui, c'est Griswold. Ils veulent me couper de tout contact, sinon je les aurais déjà tous mis au courant, mais ils finiront bien par te connaître. » Le processus d'intégration fut lent. La vie de David se résumait souvent à peu de choses. La marmite et la boîte à repas, une louche de purée de pommes de terre, une de petits pois et une de protéines. La viande provenait de cultures cellulaires. Ce processus consiste à prendre des cellules musculaires animales, à les faire grandir dans un laboratoire. Ces cellules sont placées dans un milieu nutritif où elles se multiplient et forment de nouvelles fibres musculaires. Au fil du temps, ces fibres se développent pour créer de la viande. Bien sûr, ils incorporent aussi les insectes et les micro-organismes indésirables récupérés, soigneusement traités et transformés en poudre pour enrichir l'ensemble. Le cuisinier aimait bien dire qu'il valait mieux ne pas trop savoir d'où ça venait tout ça. Mais tout le monde savait que ça venait du pôle recherche et développement. Pour ces gars, David Starr n'était qu'un terrien avec une louche dans une main et une barquette dans l'autre. Il n'était même pas un visage. Le chef cuisinier jeta un coup d'œil rapide dans la cuisine avant de fixer David de ses yeux porcins. « Williams, bouge-toi, va servir dans le carré VIP. » Les personnes influentes comme Makian, Benson, Hens et quelques autres mangeaient dans un espace séparé où on pouvait les servir à table. David était désormais habitué à cette tâche et il la faisait avec une indifférence presque professionnelle. Il s'avança entre les tables avec calme, débutant par celle où se trouvaient Makian, Hens et les autres gars. Il s'attarda à la table de Benson, qui lui adressa un sourire et un « Comment ça va ?» avant de commencer son repas. David, d'un geste appliqué, balaya quelques miettes invisibles sur un coin de sa table. Il se pencha discrètement vers l'oreille de l'agronome et, sans mouvoir les lèvres, murmura « Des cas d'intoxication ici ?» Benson sursauta et jeta un regard furtif autour de lui. Il détourna vite les yeux et d'un air distrait fit non de la tête. « Les légumes sont cultivés sur Mars, non ?» ajouta encore David. À l'autre bout de la salle, une voix tonitruante résonna. « Par l'espace, tu peux te dépêcher un peu, sale terrien !» C'était Griswold, avec sa prothèse faciale aussi grasse que ses cheveux. David se dit qu'il devait sûrement posséder du shampoing, mais qu'il ne savait manifestement pas comment l'utiliser. Griswold était installé à la table la plus éloignée. Il grognait d'un air menaçant, semblant à peine maîtriser sa colère. Ses lèvres se retroussèrent en une grimace. « Apporte ce plat, pignouf, et que ça saute !» David, sans se laisser perturber, se dirigea vers lui, mais sans se presser. La main de Griswold jaillit soudainement, armée d'une fourchette. David réagit rapidement, la fourchette frappant contre le plateau en plastique avec un bruit sec. En redressant le plateau d'une main, David tordit le poignet de Griswold de l'autre. Les trois autres gars autour de la table repoussèrent leurs chaises et se levèrent. La voix de David, sourde et glaciale, résonna de manière à n'être entendue que de Griswold. « Lâche ça et demande ton plat poliment, ou le plateau risque de me glisser des mains et de te finir en travers de la figure. » Griswold se contorsionna, mais impossible d'échapper à la clé de poignet de David, dont le genou prenait appui sur le dossier de la chaise pour l'empêcher de s'écarter de la table. « Tu demandes poliment ?» suggéra David en affichant un sourire aimable, comme quelqu'un de bien élevé. Griswold, essoufflé, relâcha la fourchette, les doigts engourdis, il grogna. « Serre-moi mon plat. »« C'est tout ? » ?»« S'il te plaît. » cracha-t-il. David posa le plateau sur la table et relâcha le poignet de Griswold qui se frotta la main, l'air mécontent, avant de se saisir de sa fourchette. Il lança un regard furieux autour de lui, mais ne récolta que des regards empreints d'ironie et d'indifférence. La réalité était simple, sur Mars, chacun ne devait compter que sur lui-même. Le vieux Makian se leva. « Williams !» appela-t-il. David s'approcha.
Oui, monsieur. Maquian ne sembla pas vouloir aborder l'incident. Il examina David un moment de ses yeux vifs, puis satisfait de son observation, il répondit. Voulez-vous vous joindre à l'équipe d'inspection demain? David haussa un sourcil. Inspection? En quoi ça consiste exactement? Ses yeux se posèrent furtivement sur la table. Maquian avait mangé les protéines, mais avait laissé la purée et les petits pois intacts. Il n'avait pas l'audace d'un Hens dont l'assiette était déjà vide. L'inspection, c'est la maintenance mensuelle. On parcourt les serres, le dôme et les capteurs extérieurs pour vérifier les équipements, identifier les éventuels signes de fatigue et s'assurer que tout fonctionne correctement. C'est un boulot pour des gars solides. David se redressa pensif. Comptez sur moi, alors je serai là. Maquian esquissa un sourire. Parfait. Je crois que vous ferez l'affaire. Il se tourna alors vers Hens, qui écoutait avec un regard glacé. Ce garçon, Hens, il m'intéresse. Peut-être qu'on pourra en faire un vrai bioagri. Et Hens... Il baissa la voix. David, qui s'éloignait, n'entendit pas la suite. Mais au vu du regard furtif que Maquian lança vers la table de Griswold, il comprit que ce n'étaient probablement pas des mots agréables pour le seigneur. David Stark perçut un bruit léger de pas dans sa chambre. Il réagit en un instant. Agile, il se glissa sous le lit. La faible lueur filtrée à travers la fenêtre permettait juste de distinguer des pieds nus. Un éclairage résiduel illuminait faiblement le dôme, conçu pour simuler l'ambiance de nuit tout en évitant les inconvénients d'une obscurité totale. David attendit. Le bruit des draps se froissant, puis une voix familière chuchota à travers la pièce. L'asperge, par l'espace, où tu... David tendit la main et saisit un pied qui se recula aussitôt avant qu'un kit de crochetage ne tombe au sol. Le silence s'étira quelques secondes avant qu'une tête méconnaissable dans la pénombre émerge à côté de la sienne. Et là, l'asperge. C'est bizarre, non? Où croyais-tu me trouver, la poisse? J'adore dormir sous mon lit, ça réduit l'exposition aux radiations. La jeune femme pouffa. Qu'est-ce que t'es con? Bon, on s'en fout, j'ai besoin de te parler. C'est le bon moment, on dirait. David retourna sur son lit en ricanant. Même pour un terrien, t'es pas net, ironisa la poisse. Être ou ne pas naître? Telle est la question, dit David avec la gestuelle d'un philosophe grec. Mais l'important, c'est de rester vivant, non? Ah, justement, tu ferais mieux d'être plus prudent. À quel niveau? Demanda David, tournant la tête vers le kit de crochetage. La poisse bougonna. Écoute, j'aurais pas dû venir. Si je me fais pincer, j'ai plus aucune chance d'obtenir mes accès. Mais bon, je pouvais pas rester sans rien faire. Qu'est-ce que t'as fait à ce crétin de Griswold? On a eu un petit différend dans le carré VIP, rien de grave. Rien de grave? Il est fou furieux. C'est à peine si Hens a pu le calmer. En fait, ils m'ont pas vu traîner derrière le garage au crépuscule, mais Hens a mis une chasse à Griswold. D'abord pour t'avoir cherché devant le vieux, ensuite pour avoir eu les miquettes de te finir. On pouvait voir Griswold fumer de rage. Il arrivait même plus à parler, t'imagines même pas. D'après ce que j'ai capté, il compte te buter à la première occasion. Hens disait même que... Elle s'interrompit et jeta un œil à David. T'avais dit que Hens était réglo? David haussa un sourcil. Il me semblait, oui. Non? Des expéditions nocturnes. Tu l'as vu qu'une fois. Une fois ça suffit, si elles sont légitimes, pourquoi tu m'as pas mis au courant? C'est pas à moi de te faire un rapport, la poisse. Mais je peux t'assurer que tout semble normal. Ah, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il a contre toi? Pourquoi il rappelle pas ses chiens? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, quand Griswold il a enfin fermé sa gueule, Hens il a dit qu'il fallait rester tranquille, que tu serais dans la tournée d'inspection demain et que ce serait l'occasion. Alors je me suis dit qu'il valait mieux te prévenir. David répondit avec une voix dénuée de toute émotion. L'occasion de quoi Hens ne l'a pas précisé. Ah non, j'ai pas tout entendu, se sont éloignés, j'ai dû me faire discrète pour ne pas me retrouver à découvert. Mais ça me semble plutôt évident, non? Sans doute. Et si on tentait de découvrir ce qu'il mijotait vraiment? La poisse s'approcha, elle fixa les yeux de David, cherchant à comprendre ce que son ami avait en tête. C'est-à-dire? À ton avis, répondit David avec un léger sourire aux lèvres. Je participerai à la tournée d'inspection demain, comme ça les gars auront tout le loisir de nous donner la réponse à nos questions. T'es vraiment pas net, désapprouva la poisse. T'as aucune chance contre eux, tu connais rien de Mars, t'es juste un terrien perdu dans cet enfer. Alors, dit David avec calme, disons que je suis prêt à courir droit dans le mur. Mais bon, qui vivra verra. Il tapota amicalement l'épaule de la poisse, lui tournant le dos ensuite pour se recoucher.